Quand j'ai monté cette école de production, mon rêve, et c'est toujours mon rêve c'est d'avoir l'équivalent d'une major plaque. La musique plaque est beaucoup consommée, beaucoup utilisée, mais elle ne profite pas à nous-mêmes. Et aux Antilles, on a encore un gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de structure. Et c'est pour ça que la démarche de Chris est fondamentale et à son échelle, de son jeune âge, est déjà visionnaire et je pense qu'on peut l'encourager. On a besoin de producteurs de musique. C'est très difficile de définir l'homme que je suis aujourd'hui. Je dirais que je suis un artiste et un entrepreneur passionné parce que je fonctionne qu'avec la passion. Je suis un amoureux de la feuille blanche. J'aime la création. J'aime l'idée de pouvoir avoir justement une pensée et de la voir se matérialiser grâce à nos efforts, à la coordination des efforts d'une équipe ou à ce qu'on met en place pour le faire. J'ai passé un bac scientifique et je suis entré à l'université en Guadeloupe. J'ai passé un 2 en économie et j'ai fait les concours d'admission parallèle en école de commerce. Et j'ai choisi d'intégrer l'ESC Montpellier. Dans le cursus académique à Montpellier, il y a une année à l'étranger que j'ai passée au Mexique. Donc ça m'a permis d'avoir une licence en gestion des entreprises en espagnol et de terminer mon école de commerce en France avec une spécialisation sur l'entrepreneuriat. Et je suis sorti major de ma promo. En fait, j'ai eu la chance, dans mon cursus scolaire, de trouver une orientation qui me correspondait vraiment et qui me plaisait. Et je crois que ça a beaucoup contribué au fait que je puisse mener de front ma carrière d'artiste, qui me prenait quand même beaucoup de temps et qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais à l'école, et en même temps de poursuivre mes études de façon assez sérieuse. Tu éveilles mes pupilles, mes papilles. Sur ma langue, sur mes doigts, tu t'éparpilles. Tu m'as provoqué, donc je te tant pis. Tu seras à moi et bien plus qu'une nuit. La musique est arrivée dans ma vie à l'âge de 13 ans. C'est arrivé surtout par l'écriture, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé par le hip-hop. C'est parce que j'aimais écrire. Je pense que j'avais des choses à dire, puisque j'ai grandi à Loricisque, dans un quartier populaire, où justement on voyait un peu de toutes les classes sociales, les difficultés qu'on pouvait voir liées à l'immigration, au manque de moyens, à certains foyers monoparentaux, enfin des difficultés qu'on rencontre quelquefois dans les quartiers populaires, et aussi des gens comme moi par exemple, qui vivaient dans ces quartiers mais qui ont eu la chance d'avoir un cadre familial structuré qui leur permettent de s'exprimer, même sans grands moyens, mais de ne pas rencontrer de difficultés, en tout cas matérielles, pour pouvoir suivre leurs études et faire ce qu'ils avaient à faire. J'ai intégré un groupe à 15 ans qui s'appelle Black Mikey Crew, avec lequel j'ai écumé tous les sons de système de Guadeloupe pendant 4 ans, jusqu'à ce que je parte pour mes études en France. La musique m'a permis de m'exprimer, en fait. Quelqu'un m'a dit un jour que les artistes sont des hypersensibles parce que ils perçoivent un peu les choses de la société, de la vie, un peu comme des éponges, et qu'ils les recrachent dans une œuvre, qu'elle soit musicale ou une peinture, une photo. En fait, ils font passer de l'émotion. Et comme dans la vie, je suis quelqu'un d'assez posé, qui intériorise énormément, je crois que la musique est pour moi un exutoire, un moyen d'expression et qui explique un petit peu peut-être ces deux facettes. Il n'y a pas eu une décision de se lancer professionnellement dans la musique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi ma passion. En fait, mes parents, tant que je continuais l'école et que les résultats n'étaient pas trop mauvais, ils s'inquiétaient pas. C'est la seule chose qu'ils me demandaient. Et ils me faisaient confiance aussi parce que les sons de système m'ont emmené à des endroits qui quelquefois pouvaient inquiéter les parents, mais ils avaient confiance en moi.
Et du coup, moi, j'ai suivi ma passion. Donc, je continuais à aller en son de système. Quand j'avais plus jeune une opportunité d'enregistrer un titre, parce que c'était rare à l'époque, l'opportunité d'enregistrer un titre dans un vrai studio, etc., ben, j'y allais. Et de fil en aiguille, je me suis fait remarquer par mes pairs et puis des producteurs aussi de la place qui m'ont proposé d'enregistrer des morceaux pour des compilations à droite à gauche qui allaient sortir dans le commerce. Et c'est de compilation en compilation que je me suis fait un nom. Et un de ces producteurs un jour m'a proposé de faire mon premier album parce que les titres qui m'ont fait découvrir comme Envéongial, Garde Cocotte, Mouvement là, ce sont des titres qui étaient sur des compilations. Au moment où j'étais un jeune artiste qui allait enregistrer à gauche à droite, qui n'avait pas vraiment de structure. Et comme ces titres-là ont marché, ben il y a un label qui s'appelle Kikila à l'époque, qui m'a proposé de faire un album où ils ont réuni les titres qui ont bien marché. On en a fait des nouveaux comme VIP, Big Tune du Carnaval, et puis ça a été le début de ma carrière d'artiste. Mais parallèlement, j'étais encore scolarisé à l'époque. Entrez là, quelqu'un goûte 50 euros. Tellement nous VIP, nous battons, mais c'est 600 euros. Fais rentrer ça qui déroule. Si y aura des soirées là, ça m'en demain matin, yo, c'est bon. Elle se fait la pégo. Non, je suis pas un héros. VIP, moi c'est savoir là le mot. Je suis venu en page égo. Je n'ai pas les blaireaux. Dis-moi, déjà, c'est quoi ton numéro? Voilà, ma vie, c'est ça, qui m'en est quoi, qui m'en est grain, qui m'en est celle, qui m'en est plein, qui m'en est. Alors, garder les pieds sur terre, je pense qu'avant tout, pour tout le monde, c'est déjà une question d'éducation. Je pense que j'avais une base assez simple qui me permettait d'être assez tranquille dans ma tête. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été un étudiant qui chantait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ma carrière et je me rends compte aujourd'hui que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Par exemple, en 2006, quand je fais l'Olympia, je suis encore scolarisé. Je suis en train de faire mon stage de fin d'études chez Publicis et bon, c'est sur les week-ends et le temps libre que je vais en studio, que je fais de la promo et je vis tout ça comme une chance en fait, comme une chance et je ne me rends pas vraiment compte de tout ce qui se passe. L'engouement, je le vois quand je suis sur scène, mais ça s'arrête là. Je me suis jamais pris la tête dessus et je l'ai toujours vécu de façon très simple. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est pas facile la musique. C'est très aléatoire. On est dépendant des programmateurs radio, des promoteurs de concerts, du public, de la tendance, de la mode, des concurrents, etc. Donc oui, la musique c'est violent, mais en fait, j'ai vraiment tout au long de ma vie, et c'est une des grandes chances que j'ai eues jusqu'à maintenant, je touche du bois, c'est que je fais que des choses que j'aime. Je me pose pas la question de l'argent ou j'ai envie de vivre en fait, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'être passionné par ce que je fais, que ce soit, et c'est pour ça que le fait d'être derrière des artistes, d'être dans la production ou bien même dans l'associatif, ce sont des choses qui ne me demandent pas de me faire violence en fait. Ce sont des choses que je ressens, que j'ai envie de faire, qui me passionnent. Et à partir du moment où je suis animé par ce sentiment, je me soucie pas de l'inconfort que ça peut générer par ailleurs, quoi. Même si c'est vrai, comme tout le monde, comme tout artiste ou comme tout entrepreneur, je vis aussi des moments difficiles. Mais étant donné que c'est pour faire quelque chose que j'aime vraiment, ben ça passe. Alors, je décide de monter Step Out en 2008. À cette époque, moi-même, je suis encore signé en maison de disque. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un label pour me produire moi-même. Je le fais vraiment pour produire les gens autour de moi. Je venais de terminer mes études et je partais du constat qu'il y avait énormément de talent aux Antilles, en Guadeloupe, aux Antilles et dans la Caraïbe, et très peu de structures pour accompagner les artistes. Donc je me suis dit que j'allais porter ma pierre tout simplement et proposer aux artistes autour de moi de les produire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon label s'appelle Step Out. Step Out part d'un projet militant pour produire des artistes antillais et chercher à les exporter, chercher à aller le plus loin possible, transcender les frontières, les clichés et toutes les autres limites
qu'on a pu se mettre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Step Out, c'est-à-dire s'ouvrir au monde, se dépasser. Toujours la même manière, pas changer ici dans. On toujours au foot, toujours en 6, c'est vert, les bleus et blancs. Les pipitis qui grandi vite, tout le monde y a les pigants. Nous tous qu'à chercher porter yon gamme, mais ça pas évident. Le premier artiste que je signe, c'est en 2009, il s'appelle Missier Sadik. Simplement parce que à l'époque, Missier Sadik est en train d'autoproduire son premier album, qui s'appelle Pilon Inquisier, et il m'invite sur un titre qui s'appelle En chair et en os, donc il m'invite en tant qu'artiste à faire un featuring, et je le vois en train de faire son truc tout seul, de se débrouiller, et je lui dis, mais tu sais frérot, je suis en train de monter ma structure, je suis basé à Paris, peut-être que je peux te donner un coup de main sur cet album, donc on a fonctionné comme ça, j'ai distribué son album en France. Je me suis occupé de la distribution digitale sur cet album et j'ai organisé un concert pour lui là-bas et puis on a commencé à travailler comme ça. Et à partir de l'album d'après, j'ai pris en charge toute la production de cet artiste et cette collaboration dure depuis 10 ans. Et c'est quelque chose dont je suis très fier aussi puisque c'est un grand artiste et on arrive vraiment à faire un travail que les gens apprécient. Et entre-temps, pendant ces 10 ans de Step Out Production, il se passe plein de choses. Je signe X-Man, Tisha, Dacha Dollars. Je travaille avec un artiste guyanais qui s'appelle Mr. TJ. Voilà, on travaille avec des beatmakers. En fait, je produis Colonel Rayel, qui a été le plus gros succès commercial de Step Out. De votre charme exotique, je fonds comme Kim. Sensuellement ultime, limite coquine, copine. Profiter de la vie, c'est la doctrine. Docteur, à mes heures perdues selon le timing. On vend 250 000 albums avec Colonel Rayel, donc double platine. Et à l'époque, j'ai même pas encore 30 ans et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc, on peut pas s'attendre à ça lorsqu'on est un jeune producteur qui démarre. Et j'ai saisi cette opportunité avec Colonel Rayel pour pouvoir me structurer. J'ai créé 2 emplois, 2 CDI dans ma structure, ce qui est très rare dans la musique, surtout pour un label indépendant. J'ai créé 2 CDI, j'ai acheté un local en Île-de-France et j'ai commencé à travailler avec les artistes antillais. Le but étant de les développer aussi sur le territoire national. C'est pour ça que ça avait du sens d'être un label antillais basé à Paris. Et comment je pourrais dire ça? L'aventure de Step Out m'a amené à de belles expériences, de belles victoires, mais aussi des déconvenues, parce que forcément, quand on est un jeune entrepreneur, on fait des erreurs, on rencontre des difficultés. Et aujourd'hui, Step Out Production est en pleine restructuration, je dirais, mais une restructuration qui est nécessaire parce que l'industrie musicale est en train de muter, c'est-à-dire la numérisation, l'importance des plateformes de téléchargement comme Deezer, Spotify, Apple Music demandent une autre façon de produire la musique. Et c'est la raison pour laquelle dernièrement j'ai concentré l'activité du label autour de Missier Sadik et Colonel Rayel. Et j'espère l'année prochaine réouvrir les signatures, mais avec une nouvelle formule plus adaptée à l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui. Pour faire comprendre un projet artistique, c'est pas évident quand on se retrouve face à une banque ou face à des financiers. Et je n'avais aucune envie de perdre du temps. Je me suis lancé comme ça sur mes fonds propres, avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Et c'était peut-être pas optimal, mais en tout cas, ça nous a permis de réaliser des choses rapidement. Et souvent, je dis que j'ai payé ma formation, en fait, puisque même les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des erreurs qui nous permettent d'apprendre. Et tant qu'on en sort quelque chose et qu'on ne les répète pas et qu'on améliore son process, ça vaut le coup d'en faire des erreurs parce que ça veut dire qu'on a essayé, et puis ça a été mon cas. J'ai essayé beaucoup de choses pendant les 10 premières années de Step Out.
le meilleur conseil qu'on puisse donner à un entrepreneur, c'est de bien s'entourer. Parce que la nuance que je mettrais au fait que ma formation m'a préparé, c'est que en réalité, je pense qu'aucune formation ne prépare vraiment à être chef d'entreprise. C'est vraiment quand on met la main à la pâte qu'on comprend son activité et je pense que l'aspect humain, il y a que l'expérience qui peut former là-dessus, puisque certes, il y a des théories, il y a des choses qui sont en place qu'on peut apprendre dans les livres, mais pratiquer l'être humain, qui est une donnée essentielle pour l'évolution d'une entreprise, je crois que ça s'apprend sur le terrain. Et encore plus dans un métier comme le mien, où c'est très humain, c'est très subjectif. C'est beaucoup de passion, beaucoup de préjugés aussi, hein, parce que bon, le milieu du showbiz fait fantasmer, mais derrière, effectivement, il y a une industrie, il faut quand même être carré, il y a un bilan à la fin de l'année, et puis voilà, c'est assez compliqué à appréhender. Quand je me suis mis derrière les artistes, ben, je me suis mis dans les coulisses, donc forcément, l'artiste que je suis était un peu moins sur le devant de la scène. Parce que bah, ça prend du temps de gérer une société, ça prend du temps de monter des projets avec des artistes et étant artiste moi-même, je sais ce que c'est que de mettre ses rêves dans la main d'un producteur. Et c'est une responsabilité qui est immense en fait, parce que l'artiste vous confie son projet, c'est très personnel, c'est son talent, c'est sa vie, c'est ses tripes. Et donc, quand derrière on est censé faire l'interface entre cette création artistique et le grand public et le commerce, il faut avoir un respect, il faut avoir une approche qui soit à la fois efficace pour le marché, mais à la fois qui comprenne aussi l'être humain, l'artiste avec qui on est en train de bosser. Donc, ça m'a demandé énormément de temps. Et je pense que effectivement, à ce moment-là, on m'a un peu moins entendu en tant qu'artiste, on m'a moins vu parce que simplement j'étais derrière d'autres artistes. Mais je ne le regrette pas. Dans la mesure où j'aime être producteur, j'aime produire de la musique, j'aime être derrière d'autres talents. Je crois que c'est honorable et que c'est important. Et en plus, ça répond à un besoin immense que nous avons ici, puisque les talents, il y en a énormément. On bouillonne de talents en Guadeloupe et aux Antilles, et les structures malheureusement sont rares. Les qualités nécessaires pour être un bon chef d'entreprise. C'est une bonne question. C'est en fait un chef d'entreprise, c'est un peu un généraliste. C'est-à-dire que ça demande de faire appel à tellement de compétences à la fois que faut être un peu polyvalent. Il faut pas avoir peur de toucher à un peu de compta, un peu de RH, un peu de techno. Enfin, faut être en capacité de mettre en œuvre cette polyvalence. Il faut avoir alors je sais pas, c'est peut-être un gros mot ce que je vais dire, mais faut aimer les gens. Parce que sinon, à un moment donné, si on n'aime pas les gens, on peut pas avancer en équipe. Et puis, à la fois, faut aussi une rigueur. Une rigueur, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le fonctionnement de l'entreprise elle-même. Ouais. Oui, mais mes nombreuses lacunes, je vais en citer quelques-unes que j'ai très très bien identifiées. Je pense que déjà, lorsque je suis rentré dans cette activité de production musicale, je suis rentré avec le cœur. Je suis rentré avec le cœur, mais une entreprise, ça se gère avec le cerveau. Et donc, j'ai un peu perdu des plumes, financièrement, surtout. J'ai eu aussi des incompréhensions avec des collaborateurs qui, bah, simplement parce que, à un moment donné, quand on se rend compte qu'il faut coupler les exigences financières au côté complètement artistique de l'activité, c'est très difficile. Peut-être que j'ai entrepris un petit peu comme un artiste. Ce qui m'a amené d'ailleurs à cette restructuration qui est en cours en ce moment dans le label, reconfigurer un petit peu le business model et aussi surtout peut-être que à l'époque, enfin, on peut prendre pour de la bienveillance le
fait que j'ai entrepris justement avec le cœur, que j'ai beaucoup investi sur la qualité artistique des projets, faire énormément de clips, ne pas compter les heures de studio, etc., ne pas rationaliser en fait mes coûts et derrière me retrouver en difficulté et être obligé de tenir un certain discours auprès des artistes qu'ils ne comprenaient pas forcément parce que ils n'avaient pas l'idée de ce budget et de l'éventuel retour qu'on n'aurait jamais en fait par rapport à ça, surtout dans le marché du disque aux Antilles qui est encore plus compliqué. Et donc je me suis rendu compte en fait que si je voulais continuer à accompagner des artistes, j'avais besoin de faire en sorte que ma société soit pérenne. Parce que si j'avais laissé sombrer ma société parce que j'avais été trop généreux ou je n'avais pas assez bien géré, ben j'aurais pu simplement casser l'outil et me retrouver dans l'impossibilité de continuer à produire. Et ça aurait été la fin de tout en fait, la fin de l'activité. Donc maintenant, ma façon de voir les choses a changé. Je sais où mettre l'artistique et où mettre le côté gestion parce que pour continuer à produire, il faut que la société soit pérenne, il faut que l'activité soit viable, il faut mettre des recettes en face des coûts et voilà. Un des premiers gros défis que j'ai eu, c'était alors je vais dire un truc peut-être que les gens ne savent pas. Sur Colonel Rayel, son gros tube, celui les éditeurs de Gyptian qui chantaient Hold You ont dénoncé beaucoup de points communs entre les deux mélodies et nous ont attaqués. Donc ils ont essayé d'arrêter l'exploitation et la diffusion du titre de Colonel Rayel. Donc ça a été un des premiers gros sujets que j'ai eu à gérer avec le peu d'expérience que j'avais. Avec une major en face de moi, puisque en face de moi c'était Sony et moi c'était porte-production. Et voilà, c'était une bataille juridique pour pouvoir continuer à exploiter le titre. Donc j'ai dû faire en sorte de pouvoir répondre juridiquement, intellectuellement parlant aussi, puisque c'était et en tant que c'était ma responsabilité. Il y a personne d'autre qui pouvait gérer ce problème à part moi, puisque j'étais producteur-éditeur de l'œuvre. Et du coup, ça a été un défi. J'ai fini par devenir quasiment ami avec la personne qui m'avait attaqué parce que les discussions que nous avons eues nous ont permis de trouver une solution déjà juridique et business pour ce sujet. Et puis derrière, j'ai beaucoup appris. Donc déjà gérer un artiste au succès international finalement, ça a été le premier défi et ça m'a demandé de me dépasser puisque c'était l'inconnu pour moi à ce moment-là. Le deuxième aspect où j'ai eu à me dépasser, celui-là il est un petit peu plus dur, c'est au niveau humain parce que qu'on se le dise, lorsqu'on vit certaines aventures comme ça, que ça marche pas, ou bien quand il y a des choses extraordinaires qui se passent dans une petite structure, on a forcément des déceptions, on a forcément des trahisons, des incompréhensions et au niveau des déceptions humaines, c'était costaud aussi. Ce parcours d'entrepreneur jusqu'ici. Donc j'espère qu'il y en aura de moins en moins, mais ça m'a demandé aussi des sacrifices, des efforts et de continuer à avancer malgré tout, malgré le fait que ça ait pu être difficile certaines fois. Ça fait partie du parcours. L'échec fait partie du parcours de la réussite si on se relève. Parce que ça demande quand même des ressources psychologiques. Ça demande la foi. Personnellement, je suis quelqu'un de croyant et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. L'essentiel, c'est de se relever. Tant qu'on se relève et qu'on apprend de nos erreurs, ça fait partie du parcours de la réussite. Alors, ma réussite, c'est de n'avoir jamais lâché. C'est ça ma réussite. Parce que, en fait, on a tous un talent, on a tous des rêves, des projets. Pour ceux comme moi qui avaient plus des projets que des rêves, mais ils en ont. Ils ont envie de faire des choses. Et la réussite, c'est pas en un claquement de doigts. Ça demande des efforts, ça demande de l'implication, de l'engagement. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois,
on n'est pas compris par son entourage même, on n'est pas encouragé par l'environnement dans lequel on évolue. Et la principale réussite, justement, c'est de continuer. Moi, dans ma carrière, pour ceux qui me suivent, j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues certaines fois. Et ma principale réussite, c'est d'être encore là, en fait, de continuer à vivre ma passion, de toujours le faire avec le sourire, avec plaisir, de pas être aigri par les épreuves, et au contraire d'être renforcé par ces épreuves et de dire ok, je vais faire autrement, mais je vais continuer à faire ce que j'aime. Même si j'ai eu des déceptions avec des gens, mais je vais continuer à être ouvert aux autres. Et je pense que c'est ça ma plus belle victoire. Si je peux me permettre de donner un conseil, ça serait de travailler. C'est une constante. Chez toutes les personnes que j'ai croisées qui avaient réussi dans leur domaine, c'était des gros bosseurs. J'en connais aucun qui m'a dit je travaillais vite fait, j'ai fait ça, ça a marché. Non. J'ai toujours vu des gens acharnés. Je vais donner un exemple concret. J'ai travaillé un titre avec un compositeur qui s'appelle Scalp et qui est un hitmaker incroyable. C'est-à-dire, il a travaillé avec Magic System, producteur de Indila, il a produit pour Diams, il a produit pour les plus grands. Et j'ai eu la chance d'être en studio avec lui pour travailler 2 titres. Et quand j'ai booké le studio avec lui, il était déjà superstar, multimillionnaire, gros compositeur de la place de Paris. Et j'ai jamais vu un compositeur travailler autant. On est resté enfermé dans le studio pendant 48 heures. Je n'avais jamais vécu ça. Et pourtant, j'étais déjà un passionné depuis longtemps. Et lui, il était déjà arrivé. Il n'avait pas besoin de Chris pour pouvoir être qui il était. Et moi, qui n'étais pas Diams, qui n'était pas... il est resté. Il a travaillé avec moi un titre. Il exploitait chaque idée. On a dormi au studio, on s'est réveillé, on commandait à manger, on continuait à travailler. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que des gens qui sont déjà aussi loin soient encore dans cette éthique de travail. Donc, en fait, le travail, c'est vraiment une constante. Et souvent, pour réussir, il faut travailler beaucoup. Donc, n'économisez pas vos efforts. Si vraiment vous voulez quelque chose, travaillez. Le génie guadeloupéen, pour moi, ne va pas sans le collectif. C'est ça. Des talents, il y en a partout. Je pense que tous les êtres humains ont un talent. Mais on arrive à faire des choses extraordinaires lorsqu'on arrive à se mettre ensemble. Et elle est là la difficulté. Et donc pour moi, le génie guadeloupéen, c'est tous les talents que nous avons quand on arrive à les mettre ensemble pour servir un projet. Comme je disais, les deux maintenant c'est pareil. Pedro et Chris, je pense que les gens vont voir que c'est une seule et même personne qui fait plusieurs choses. En fait, ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour la musique, l'amour que j'ai pour la Guadeloupe et l'amour que j'ai pour les gens.